Donc aujourd'hui, on va vous parler de qualité de l'air intérieur. On va commencer par une petite présentation de l'association qui est bâtie et de l'ADEME qui co-organise cet événement. Ensuite, on vous proposera un petit questionnaire ou clap très, très rapide pour qu'on se présente un peu et puis que voilà, vous nous fassiez part de ce que vous évoque la qualité de l'air intérieur. Ensuite, on va passer à une présentation en fait du contexte et des études de l'ADEME sur laquelle se fondent ces nouveaux guides en fait de l'ADEME sur le confort dans les bâtiments et la qualité de l'air intérieur. Et ensuite, on aura donc une intervention de Madine Iner et de Wattmart, voilà, sur ces études, sur ce retour d'expérience. Et puis ensuite, la présentation du guide en lui-même. Et enfin, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions par écrit. Et puis, on y reviendra à l'oral voilà, à la fin du webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'association qui est bâtie existe depuis 3 ans en Martinique. Elle fait partie du réseau Bâtiment Durable, donc c'est un réseau national. Elle représente ce réseau sur la Martinique. Et en fait, elle promeut la qualité environnementale des bâtiments. Donc, en fait, on a un centre de ressources à destination des professionnels comme du grand public. On fait aussi pas mal de retours d'expérience, d'événements, de rencontres professionnelles, donc autour du bâtiment durable. Et on mène différents projets comme le programme Ombré avec la QC notamment, et ce qui nous permet aussi de tisser des liens avec d'autres acteurs sur d'autres territoires d'outre-mer. Donc voilà un peu pour Kebati. Et là aujourd'hui, donc on est en partenariat avec l'ADEME pour ce webinaire. Et donc je vais passer rapidement la parole à l'ADEME pour cette petite présentation. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, moi, je suis Camille Gandossi, ingénieure énergie bâtiment à l'ADEME en Martinique. Et pour aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Lola Turpin que je vais laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis donc Lola Turpin, chargée de communication et de formation au sein de la direction régionale de l'ADEME en Martinique. Et puis, on s'est dit que finalement, pour présenter notre direction régionale, le plus simple, c'était sûrement de passer par la petite vidéo qu'on vient de réaliser. C'est un petit motion design qui explique un peu comment fonctionne l'ADEME en Martinique, quelles sont ses actions et quelles sont les personnes qu'elle peut accompagner. Donc, je vais vous lancer ça tout de suite. Vous êtes une collectivité et vous voulez être un acteur de la transition écologique au plus près de vos administrés. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez améliorer votre compétitivité tout en réduisant votre impact environnemental. Et vous êtes une association et vous voulez améliorer le quotidien de vos concitoyens? Alors, la direction régionale de l'ADEME en Martinique est votre interlocuteur. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Opérateur de l'État, sa mission est d'accélérer partout en France le passage vers une société solidaire, économe en ressources, plus sobre en carbone, respectueuse du vivant et des générations futures. En Martinique, nous mobilisons tous les acteurs qui composent le territoire et mettons à leur disposition une large palette d'interventions. La formation, la mise à disposition de bonnes pratiques et de retours d'expérience, l'accompagnement et le déploiement d'outils et de méthodes, des financements. En Martinique, l'ADEME est engagée au sein du programme territorial de maîtrise des déchets et du programme territorial de maîtrise de l'énergie. 2 démarches en partenariat avec la collectivité territoriale de Martinique et l'État et dans le cadre du PTME, le SMEM et EDF. Voici quelques réalisations concrètes de l'ADEME et ses partenaires sur l'île. Le développement des énergies renouvelables dans l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique de l'île, des entreprises qui s'équipent d'outils de production moins énergivores, qui entrent dans une démarche d'économie circulaire, des collectivités qui mettent en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique, qui réduisent et valorisent les déchets et qui installent des bornes de recharge pour les véhicules électriques. L'épanouissement d'un tissu associatif riche d'éco-citoyens qui encourage les évolutions de pratiques et de comportements. Depuis 2015, la direction régionale de l'ADEME en Martinique a accompagné environ 500 projets et mobilisé 40 millions d'euros d'aide. Collectivités, entreprises, associations, vous aussi bénéficiez de programmes de formation,
d'un accompagnement technique et financier. Rendez-vous sur le site internet de l'ADEME, agirpourlatransition.adem.fr. Ensemble, rendons possible la transition écologique. Bien, merci Lola et Camille pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez tous assez de réseau, vous avez pu la voir. De mon côté, ça marchait bien. Donc, on va passer au WooClap. Donc, alors, je vais vous partager mon écran. Donc, c'est un petit questionnaire, vous allez voir si c'est tout simple. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc, en fait, on va poser deux questions et pour cela, il va falloir vous connecter sur wooclap.com. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui, okay. Oui, c'est bon. Donc voilà, vous avez la petite adresse qui s'affiche, donc www.wooclap.com/2QAI pour notre deuxième webinaire qui concerne la qualité de l'air intérieur. Donc voilà le petit lien, ou sinon vous pouvez prendre votre smartphone et puis allumer votre appareil photo et venir scanner le petit QR code qui est ici. Ça va vous ouvrir la même page en fait. Donc voilà, je vous invite à le faire maintenant et vous allez arriver sur la page du webinaire et puis ensuite je vais pouvoir lancer les questions. Donc il y aura 2 questions et vous allez pouvoir sélectionner pour la première question une seule réponse et puis la deuxième question, là vous pourrez répondre librement et on aura un nuage de mots qui va se former avec les réponses de tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde arrive à se connecter? N'hésitez pas à poser vos questions si vous n'arrivez pas à vous connecter ou autre. Alors, je vais essayer de lancer la chose. Voilà. Donc là, j'ai lancé la première question. Donc, normalement, vous devriez voir la question qui s'affiche de votre côté. Voilà, donc on voit les réponses qui commencent à arriver. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes pour vous connecter sur le site. Vous avez l'adresse qui est toujours s'affiche en haut. Hein. C'est très simple, www.wooclap.com/2QAI. Donc, pour l'instant, on a plutôt des collectivités territoriales qui sont présentes aujourd'hui. AMO, BET, cabinet de conseil, associations et autres. Alors, n'hésitez pas. Alors, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Alors, je vais laisser la personne se connecter et puis elle pourra peut-être nous rejoindre sur le questionnaire. Bonjour Sophie Sauter, bienvenue. On est en train de répondre à un petit questionnaire sur WooClap. Connexion, c'est bon, d'accord, comme la dernière fois, j'y réponds. Voilà, vous avez la petite adresse qui s'affiche en haut. D'accord. Donc c'est www.wooclap.com/2QAI et puis vous allez arriver sur la première question dont on voit les réponses. Ok, c'est noté. Merci. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 4, on a 9 réponses sur 11 participants. Donc, on a encore 2 personnes qui n'ont pas répondu et quelques-unes qui n'ont peut-être pas réussi à se connecter. Alors, vous pouvez le faire depuis votre ordinateur également hein, ou depuis votre smartphone. OK. Oui, donc en fait, c'est bon, on a tout le monde qui a répondu. Il y a juste nos partenaires de l'ADEME qui ont préféré ne pas influencer les votes. Donc voilà. Sophie Sauter, est-ce que vous avez pu avoir le temps de répondre? Juste pour savoir si on peut passer. Ah oui, OK. Très bien, très bien, très bien. Donc beaucoup de collectivités territoriales. OK. Alors on va pouvoir passer à la deuxième question. Voilà, donc quel est le premier mot qui vous vient en tête lorsqu'on parle de qualité de l'air? Donc là, vous allez pouvoir
écrire ce que vous voulez, mais en fait, vous répondez de manière anonyme. Et ensuite, je vais cliquer sur nuage de mots. Voilà. Et donc là, on voit que santé, par exemple, revient un peu plus souvent, parce qu'il s'affiche en plus gros. Donc là, on va laisser le temps à tout le monde de répondre. Donc voilà, donnez-nous la première chose qui vous vient en tête quand on parle de qualité de l'air. Voilà, donc c'est une question libre, vous rentrez le mot que vous voulez, vous validez, voilà, et ça nous fait un petit nuage de manière anonyme avec santé qui ressort, plus pollution aussi. Voilà, alors je ne sais pas si on peut voir. Ok, est-ce que tout le monde a le temps de répondre? Ok, très bien. Alors donc du coup, on a la santé qui revient quand même comme un thème dominant quand on parle de qualité de l'air. Pollution qui revient aussi beaucoup. Ensuite, on a l'air sain, respirer, l'humidité, c'est vrai que surtout dans notre territoire, le confort, la pureté, donc là on revient un peu sur l'air sain, et puis l'apport d'air neuf, effectivement, qui a son importance aussi. Voilà, et ben, très bien, je vous remercie pour ces réponses. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran, et puis je vais redonner la parole à l'ADEME. Alors, Lola ou Camille? Merci. Donc, avant de rentrer... Alors, Camille, on ne t'entend pas beaucoup. Ah. Oh. C'est mieux? Oui, c'est pas très fort, mais bon, après, je pense qu'en augmentant un peu notre volume, ça ira. Je vais parler au plus proche du micro. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'étude du guide, quelques petits éléments de contexte très rapides. Donc, c'est vrai qu'en Martinique, le parc de bâtiments, il est très varié, très hétéroclite. On observe des bâtiments qui datent de différentes périodes constructives parce que les modes de construction ont évolué avec le temps, avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont de plus en plus présents, de plus en plus ambitieux et exigeants. Et depuis quelques années, on observe des efforts qui sont faits pour mettre en œuvre des démarches de performance énergétique, de qualité environnementale dans la conception des bâtiments. C'est notamment le cas des projets qui ont fait l'objet du précédent webinaire de la semaine dernière sur la performance énergétique des bâtiments. Ça passe aussi par les différentes réglementations qu'on trouve dans le bâtiment, la réglementation thermique, la RTA DOM de 2010 et la RTM de 2013, mais ces réglementations ne se penchent pas particulièrement sur la question de la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet quand même qui n'est pas beaucoup traité. Et donc, l'ADEME a lancé en 2018 avec Madine Iner une campagne de mesure sur la qualité de l'air intérieur de bâtiments d'enseignement et de bâtiments tertiaires. L'idée, c'était donc d'analyser de manière détaillée les composants caractéristiques de la qualité de l'air intérieur pour mieux comprendre le fonctionnement du traitement de l'air dans les bâtiments, notamment, et de proposer des aménagements, des solutions pour obtenir un meilleur confort dans ces bâtiments-là. Et donc, c'est un sujet qui est important parce qu'aujourd'hui, il concerne des bâtiments où on passe la plus grande majorité de la journée. Et il y a des sujets qui sont liés, très importants, comme on l'a vu dans le WCLAP, notamment la santé. Et donc, le but de cette étude, c'est vraiment de capitaliser sur les retours d'expérience qui sont faits et de diffuser ces résultats à toutes les personnes qui sont impliquées dans la conception des bâtiments pour avoir une montée en compétences sur la Martinique. Un autre objectif était aussi d'intégrer ce volet dans la conception, dans les réflexions pour la révision de la RTM, par exemple, ou pour les prochains plans régionaux et locaux de santé environnement. Et donc, pour diffuser ces résultats, une synthèse de l'étude a été réalisée sous forme de guide technique concret pour valoriser ces retours d'expérience, les rendre facilement accessibles. Et c'est donc l'objet de ce webinaire de vous présenter l'étude et le guide.
Donc, on va commencer par la présentation de l'étude. Je vais donner la parole à Carole Boulanger de Madininer qui a réalisé cette campagne de mesure. Bonjour à tous, je suis donc Carole Boulanger, je suis la responsable d'études et adjointe à la direction de Madininer, qui est l'Observatoire de surveillance de la qualité de l'air de la Martinique depuis 1998, donc depuis plus de 20 ans. Donc, je vais partager mon écran pour vous faire la présentation. Alors, juste un instant. Dites-moi quand vous voyez mon écran. Ah mince, ça n'a pas mis sur le bon. Attendez. Okay. Partager. Et normalement, dites-moi si c'est bon. Oui, c'est bon, Carole. Vous le voyez en grand? Oui, vous voyez en grand une seule diapo, c'est ça? C'est ça. D'accord. Comme j'ai 2 écrans, il fallait choisir le bon. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude qui a été réalisée donc avec le partenariat de l'ADEME pour évaluer la qualité de l'air intérieur dans 20 bâtiments tertiaires en Martinique. Donc, tout d'abord, une présentation de Madininer. Madininer, c'est l'Observatoire de surveillance de la qualité de l'air, créé en 1998, certifié depuis 2015 et accrédité 17025 pour la mesure. Aujourd'hui, Madininer compte 16 salariés et on a une expérience sur les mesures de qualité de l'air intérieur qu'on réalise depuis 2008. Donc, l'Observatoire de la qualité de l'air a pour mission principale de surveiller la qualité de l'air. Donc, c'est vrai qu'on nous connaît souvent sur la surveillance extérieure, mais parce qu'on a une mission depuis plus de 20 ans qui est de surveiller la qualité de l'air dans l'environnement, d'informer la population de la qualité de l'air qu'elle respire et d'alerter en cas de pic de pollution. Mais on a également un volet de mission qui est d'étudier, qui est de réaliser des études spécifiques de qualité de l'air, que ce soit dans l'environnement ou intérieur, et également d'accompagner les collectivités, les décideurs ou les décideurs locaux dans le volet air des différentes obligations réglementaires ou plans régionaux. Et puis, un des volets également est de sensibiliser sur la qualité de l'air. Donc, Madininer a donc réalisé l'étude de l'ADEME qui était d'évaluer la qualité de l'air intérieur dans 20 bâtiments tertiaires en Martinique. Madininer était sur le volet air et puis également en parallèle de cela, il y a eu une étude justement sur les bâtiments et la performance énergétique qui a été réalisée par Wellsmart et qui a été présentée la semaine dernière. Donc, l'objectif de cette étude de qualité de l'air intérieur était vraiment de réaliser un état des lieux de la qualité de l'air intérieur dans différents bâtiments en Martinique, des bâtiments tertiaires. Donc, mesurer des polluants qui sont réglementés en air intérieur et afin de définir et enquêter en fait sur les freins qui puissent montrer quels sont les freins à une bonne qualité de l'air intérieur et spécifiquement en Martinique. Une fois que ces freins ont été identifiés, il fallait élaborer des recommandations pour les différents acteurs, que ça aille de la conception du bâtiment jusqu'à l'occupation. Et puis enfin, le dernier objectif de cette étude était de diffuser ces résultats. Donc, l'ADEME a donc réalisé un guide et également participé à cette présentation de webinaire qu'on fait aujourd'hui pour vous sensibiliser sur la qualité de l'air intérieur. Donc, quelle a été la stratégie de mesure de cette étude? Ça a été donc 20 bâtiments investigués, mais en fait, parmi ces 20 bâtiments, il y a eu plusieurs salles. Donc, en fait, ça a dénombré 49 pièces qui ont été investiguées par la mesure, avec en parallèle 20 mesures en air extérieur. Ça a compris des bâtiments, donc les fameux 8 bâtiments performants en énergie, mais également les bâtiments du tertiaire et des bâtiments d'enseignement. 8 paramètres ont été mesurés, c'était des
des polluants qui venaient de l'extérieur, mais également des polluants issus de l'intérieur et puis des paramètres de confort. En parallèle de cela, il y a un diagnostic des moyens d'aération et de ventilation qui a été réalisé par une observation de l'état de fonctionnement et de la disponibilité qu'il y a pu avoir dans les différents bâtiments en termes d'aération et de ventilation, et également une enquête auprès des occupants et sur les bâtiments. Cette enquête est nécessaire pour pouvoir interpréter la donnée. Quand on fait de la mesure, il est important de pouvoir l'interpréter. Donc, c'est cette enquête qui est importante pour pouvoir interpréter la donnée. Donc, comme je le disais, 8 paramètres ont été mesurés en tenant compte des différentes sources extérieures. Donc, les sources extérieures vont être des sources issues de l'homme, comme le trafic automobile, l'industrie, mais également des sources plus naturelles, comme les brumes de sable, la végétation ou encore le sous-sol. Les sources intérieures qu'on peut observer, qui puissent donc être causées, être néfastes à la qualité de l'air intérieur, eh ben, il va y avoir plusieurs sources. Ça va être soit des sources issues de produits de construction, comme le faux plafond, les produits d'isolation, la peinture, le revêtement du sol, mais aussi des produits qui vont plutôt, enfin des composés qui vont plutôt être amenés lors de l'occupation des locaux, comme les bougies, l'encens, le tabagisme, les végétaux, les insecticides, les aérosols, et puis également par rapport à la vie du bâtiment, l'humidité qui va s'y développer ou le mobilier qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce qui a été mesuré lors de cette campagne? Il a été mesuré des composés qui vont être soit issus de l'air intérieur, c'est-à-dire émis par des sources intérieures, soit venant de l'extérieur. Donc, quand je vous ai représenté la petite maison, je vous ai mis le nom des composés et donc vous voyez un peu si ça provient de l'extérieur ou si c'est issu de l'intérieur. Il a été également ciblé des composés qui vont être réglementés en air intérieur pour avoir une norme auquel se fixer pour pouvoir comparer et savoir si du coup on est au-dessus de cette norme, on s'en rapproche ou on est en dessous. Donc les polluants qui vont être réglementés en air intérieur, ça va être 3 composés, donc le formaldéhyde qui est un composé vraiment issu de l'air intérieur, le benzène qui va être amené par les sources anthropiques de l'air extérieur comme l'industrie ou l'automobile et qui vont arriver à l'intérieur des bâtiments. On considère que 100% de ce qu'on trouve à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur des bâtiments pour le benzène. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a un transfert du benzène à 100% vers l'intérieur. Et puis, le confinement. Alors, le confinement, du coup, c'est un mot qu'on utilise trop maintenant, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de voir le renouvellement d'air par rapport à l'occupation de la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, ça va mesurer ce qu'on expire lors de la respiration, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, le CO2. Donc, plus on est nombreux dans une petite pièce qui n'est pas aérée, et plus cet indice de confinement va être élevé. Il a été également mesuré des polluants qui sont réglementés en France, notamment par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui sont les particules fines PM10, donc comme vous voyez, qui peuvent provenir aussi bien de l'air intérieur que de l'air extérieur, et le dioxyde d'azote, qui est un bon traceur de la pollution automobile. Et puis également des paramètres, des composés qui vont être plutôt avoir des valeurs indicatives en air intérieur. On ne va pas retrouver des normes particulières à respecter, mais plutôt des composés qui vont pouvoir apporter des indications. Et donc, par exemple, les moisissures par rapport à l'humidité qu'il peut y avoir dans les pièces ou au développement fongique de moisissures, et puis les paramètres de confort. Donc, tous ces composés ont été mesurés par des méthodes spécifiques à chaque composé et normés. Donc, là, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais c'était juste pour vous montrer que chaque composé a une technique de mesure spécifique et qui est normée. Donc, quels vont être les résultats? Donc là, pour l'instant, je vous présente des résultats de manière générale et l'idée après, c'est de vraiment parler de cas concrets. Donc là, de manière générale, on a donc les 4 polluants qui ont été mesurés, le dioxyde d'azote, je rappelle, qui est plutôt émis par la pollution automobile, les particules fines qu'on va retrouver aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le benzène et puis le formaldéhyde, qui est plutôt émis à l'air intérieur. Et là, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que
le pourcentage maximum est quand même sur des composés qui sont inférieurs à la valeur guide en air intérieur. C'est-à-dire que pour la plupart des pièces qui ont été mesurées, on est quand même inférieur à la valeur guide en air intérieur, majoritairement. Par contre, on va observer quand même qu'on a pu avoir des dépassements de la valeur guide ou des mesures qui s'en rapprochent pour certains composés et notamment pour le benzène qui a quand même enregistré 24% de dépassement de la valeur guide. Et puis également les particules fines où on observe qu'on était quand même à 16%, où on s'en rapprochait en tout cas de la valeur guide. Et puis, par contre, sur le formaldéhyde et le dioxyde d'azote, on avait quand même des pourcentages un peu moindres. Donc, qu'est-ce qu'on regarde quand on parle d'évaluation de la qualité de l'air intérieur? On va regarder différents aspects. Et c'est ces différents aspects que les polluants vont être en fait spécifiques à chacun de ces aspects et vont pouvoir nous apporter des informations sur justement en quoi la qualité de l'air s'est retrouvée dégradée par rapport à ces aspects. Donc, le premier, ça va être l'extérieur. Comme je le disais, c'était vraiment l'influence de l'air extérieur vers l'air intérieur. Y en a-t-il une et dans quel cas? La ventilation qui est mise en place dans les bâtiments, les matériaux de construction, le mobilier et l'occupation. Donc, à chacun de ces aspects, je vais montrer un peu des études de cas qui ont révélé des indications sur la qualité de l'air intérieur et les recommandations associées. Donc, tout d'abord, l'influence de l'air extérieur. Donc là, pourquoi prendre en compte l'environnement extérieur dans les projets de construction? Donc là, je vous ai fourni une petite carte de Maddy Miner qui spatialise la pollution automobile, Donc, vous reconnaîtrez Fort-de-France, Lamentin, jusqu'à l'aéroport. Et en bas à droite, et puis quand on monte vers la droite, c'est la nationale qui mène vers le Robert. Donc, on voit bien que les axes routiers qui enregistrent une qualité de l'air la plus médiocre, on va dire, forcément, c'est la rocade et puis le début de l'autoroute. Et puis, plus on s'éloigne de ce centre dense urbain qui sont Fort-de-France et les zones d'activité du Lamentin, et plus, en fait, la qualité de l'air quand même s'améliore, donc tend vers le bleu. Je notais aussi que j'ai représenté en haut à droite de la carte le sens des vents, qui est majoritairement d'est sur la Martinique et notamment sur le Lamentin. Donc, qui montre bien comment aussi va se disperser la pollution, donc qui va aller plutôt, la pollution qui est émise au niveau de la source va plutôt impacter donc vers l'ouest de la source. Et puis, je prends en exemple 2 bâtiments où on a réalisé des mesures. Donc, un bâtiment D qui, comme vous le voyez, est situé à proximité de l'autoroute, qui a une ventilation naturelle avec un bâtiment dégagé, une densité urbaine modérée, et puis un nombre d'ouvrants fixes parce qu'on est vraiment sur une ventilation naturelle, c'est-à-dire les ouvrants ne peuvent pas ils sont fixes, ils ne peuvent pas être fermés. Et puis, on a un autre bâtiment qu'on trouve, qu'on appellera bâtiment E, qu'on trouve plutôt en centre urbain, donc sur l'avenue Maurice Bishop, qui a une ventilation mécanique double flux, donc avec un système de filtration d'air à l'entrée et puis une aspiration d'air. Et puis, une rue, là, on se situe quand même dans une rue plus étroite, beaucoup plus proche trafic et avec une densité urbaine élevée. À noter aussi que le bâtiment D se trouve en amont du sens des vents, c'est-à-dire qu'il n'est pas impacté par le vent de l'autoroute et que par contre le bâtiment E, forcément par rapport au vent d'est, il va avoir également des influences de la route à proximité mais aussi de l'autoroute. Et qu'est-ce qu'on va observer sur ces bâtiments? Déjà, la concentration en polluants automobiles. Donc, c'est le même polluant qui est mesuré sur la carte que à l'intérieur des bâtiments. Et on voit qu'on a une concentration qui est quand même beaucoup plus faible sur le bâtiment à ventilation naturelle que sur le bâtiment ventilation à mécanique double flux, qui est de 15, alors que sur le bâtiment à ventilation naturelle, on est à 1. Donc, on voit quand même qu'on a une concentration bien plus élevée en pollution automobile sur ce bâtiment E. Et qu'est-ce qu'on note? On note qu'il y a quand même un côté très favorable à la qualité de l'air intérieur, qui est l'implantation déjà en amont de la source de pollution,
puisque les vents étant majoritairement d'est, les polluants majeurs vont vers l'ouest et ce bâtiment est situé en amont de la source de pollution. Et puis également le fait qu'il y ait une ventilation naturelle fixe sur lequel en fait il y ait un bon brassage d'air à l'intérieur du bâtiment. Donc peut-être qu'ils rentrent les polluants, mais ils s'en vont également. Donc il y a un renouvellement d'air constant dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on va observer de défavorable à la qualité de l'air, donc qui correspond plutôt au bâtiment E, eh bien, c'est que l'implantation dans la zone trafic est vraiment implantée dans la zone trafic, mais également que l'ouvrant se situe très proche de la source de pollution. L'ouvrant principal qui est la porte d'entrée du bâtiment et en fait qui s'ouvre et se ferme constamment toute la journée et du coup qui fait qu'on a un ouvrant qui est très proche de la route et donc qui influence la qualité de l'air intérieur. Donc, quand on va parler d'extérieur, il faut déjà identifier la source de l'environnement. Alors, dans la construction des bâtiments, c'est quelque chose qui est normalement obligatoire, c'est de prendre en compte l'environnement dans le projet de construction, mais c'est quelque chose qui est encore pas souvent fait, et notamment sur la qualité de l'air intérieur, de la qualité de l'air en général. Donc, il est important pourtant de ne pas sous-estimer cette partie parce que c'est ça qui va influencer après la qualité de l'air intérieur, le confort et la santé des occupants. Parce que c'est un mot qui est vraiment ressorti et c'est vrai, c'est vraiment préserver la santé des occupants. Donc, on va vérifier le lieu d'implantation du bâtiment et vérifier les sources de pollution potentielles autour. Vérifier également le sens des vents, par où va le vent. Les données de qualité de l'air dans l'environnement sont disponibles sur le site de Madininer. Donc, quand on parle de construction en Martinique, on a ces données. Elles sont toutes disponibles sur le site de Madininer. Et s'il faut des mesures spécifiques, alors Madininer est disposé à pouvoir les réaliser. Donc, il faut exiger dans le cahier des charges d'une construction, ce qui est bon, c'est d'exiger cette analyse de sources et surtout de vraiment prendre en compte l'environnement dans la construction. Et pourquoi le prendre en compte? Parce qu'en fait, c'est ce qui va influencer l'adaptation au système de ventilation. Donc, quel système de ventilation choisir le plus adapté pour pouvoir limiter l'exposition à la qualité de l'air intérieur? Donc, je prends un exemple. On s'est bien retrouvé sur une ventilation naturelle à proximité d'une autoroute et pourtant, il était aéré naturellement et parce que c'était bien ventilé et on n'était pas dans le sens des vents de la pollution. Et par contre, on va se retrouver avec des ventilations avec filtration, donc des ventilations mécaniques avec filtration. Si, par exemple, on est proche d'une source et vraiment là où ça nécessite la filtration de l'air qui rentre. Et puis également dans l'orientation des ouvrants, donc loin des sources de pollution. Je ne sais pas, Carole, si je peux me permettre juste d'intervenir très brièvement, puisque l'idée, c'est de faire un peu le contrepoint, enfin, le parallèle avec la performance énergétique. Et je trouve que l'exemple est particulièrement intéressant puisque dans le cas de ce bâtiment bien positionné qui a fait le choix de la ventilation naturelle, on a évidemment d'un point de vue énergétique un bâtiment qui est très performant puisque on se passe de climatisation qui est et de loin le premier poste dans les bâtiments tertiaires. Du coup, ça c'est vraiment un bon exemple, mais ça montre aussi, je pense, Carole, que toutes les implantations ne seraient pas forcément d'un point de vue qualité de l'air intérieur favorables à cette ventilation naturelle. Typiquement, ce bâtiment, il est en amont de l'autoroute par rapport au sens du vent. S'il avait été en aval, certainement qu'on aurait eu des résultats très, très différents d'un point de vue qualité de l'air intérieur. Ce qui est intéressant aussi, dans ce que tu viens de décrire, c'est aussi de dire, on a pris une ventilation mécanique, ce qui est très bien a priori d'un point de vue qualité de l'air intérieur dans le cas du bâtiment et qui est moins bien situé. Ça va engendrer des consommations énergétiques supplémentaires. Néanmoins, elles sont importantes pour pouvoir garantir une maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Par contre, et je pense peut-être que tu y reviendras, ou en tout cas on l'a montré dans le précédent webinaire sur la performance énergétique, par contre, il faut bien maîtriser ensuite les systèmes de ventilation, ce qui, dans les cas qu'on a étudiés, n'était pas le cas. On avait des systèmes de ventilation qui avaient des prises d'air neuf qui étaient mal situées, qui étaient situées dans les endroits chauds, ce qui entraînait des surconsommations, ou des centrales de traitement d'air qui n'étaient pas régulées, donc qui fonctionnaient tout le temps avec des grosses consommations. Voilà. Donc ça, c'était peut-être juste le petit regard que je pouvais apporter à cette partie-là.
Oui, tout à fait. Bah, du coup, c'est une très bonne transition sur le deuxième volet qu'il faut regarder, c'est le système de ventilation, quel est le plus favorable à la qualité de l'air. Donc, en effet, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte l'environnement pour pouvoir choisir son système de ventilation. Mais après, il est vraiment très important qu'une fois que le système de ventilation soit en place, il soit le plus efficace possible. Donc là, l'idée, c'était de montrer quel système de ventilation est le plus favorable à la qualité de l'air et donc en comparant des polluants qui peuvent être issus de l'extérieur, mais aussi de l'air intérieur, c'est-à-dire ceux qui vont être émis par le mobilier, le revêtement, etc. Est-ce qu'ils sortent du bâtiment ? Et donc, plusieurs composés ont été ciblés, donc des composés spécifiques à l'air intérieur, à l'air extérieur, et également les paramètres de confort les plus optimales. Et on voit qu'en fait, celui qui a quand même la meilleure note, on va dire, c'est la ventilation naturelle sur les bâtiments qui ont été investigués, hein, les 20 bâtiments qui ont été investigués. Donc, en effet, ça semble être quand même les meilleurs élèves en termes de qualité de l'air intérieur. Ce n'est pas surprenant dans le sens où on a vraiment une circulation d'air qui se fait. Si par contre on regarde la ventilation mécanique, eh ben, il faut quand même, alors en effet ils arrivent en deuxième position, mais il faut quand même s'assurer du bon fonctionnement et de la maintenance de ce système de ventilation mécanique. Et je vais prendre quelques exemples qui vont vous montrer parfois des choses assez surprenantes. Et puis on va dire que le mauvais élève, eh ben, en termes de qualité de l'air intérieur, ça va être alors ce que j'appelle la ventilation par extraction d'air, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de système de ventilation. C'est-à-dire qu'on va extraire l'air à l'intérieur du bâtiment, mais il n'y a pas d'entrée d'air ni d'entrée d'air filtrée. Donc, l'entrée d'air ne peut se faire que si l'occupant a air ou par l'imperméabilité du bâtiment. Donc, voilà, celui-ci, on va dire que c'est quand même le plus mauvais élève parce que du coup, il manque d'aération, c'est-à-dire qu'il manque vraiment d'un renouvellement d'air qui peut se faire dans ces bâtiments. Donc, quand on parle de ventilation mécanique, comme je disais, il faut assurer le fonctionnement et la maintenance de ces systèmes de ventilation mécanique. Donc, on a pu observer, par exemple, des caissons de ventilation complètement cassés, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de système de ventilation mécanique en place. Donc là, on va fortement dégrader la qualité de l'air intérieur. On peut voir également des bouches. Alors, je vais passer à la photo de droite sur la bouche d'insufflation ici. Alors, la bouche d'insufflation, c'est l'air neuf qui rentre, qui est censé être propre. Et là, comme vous pouvez le voir, à vue d'œil, comme ça ne paraît pas très propre. Donc, il faut s'assurer quand même qu'il y a eu une maintenance des filtres et également des conduits de ventilation. Parce que là, l'occupant, tout de suite, voilà, l'occupant, tout de suite, il va tiquer en se disant pourquoi l'air neuf propre qui est censé rentrer fait des taches de poussière sale tout autour. Et puis, la dernière chose, c'est quand même au niveau de l'extraction d'air, s'assurer bien qu'elle fonctionne et s'assurer aussi qu'elles sont nettoyées proprement. Donc, en fait, quand on parle de ventilation mécanique, oui, ça peut être favorable à la qualité de l'air intérieur, mais il faut tenir compte de l'état des filtres, des caissons de ventilation, des conduits de ventilation. Donc, il faut une maintenance, un nettoyage régulier, mais aussi, et ça, je le note, c'est la place aussi des bouches d'insufflation et d'insufflation pour éviter l'obstruction. Parce que là aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les occupants ont carrément scotché, et ça, on l'a vu dans plusieurs cas, c'est que comme ça gêne l'occupant, il va scotcher, il va obstruer la bouche d'insufflation d'air et donc bloquer l'air entrant. Et donc, ça va bloquer l'équilibre qui se fait entre l'air entrant et l'air extrait pour créer dans cette ventilation mécanique un flux d'air constant. Alors maintenant, penchons-nous sur les matériaux de construction. Quels matériaux de construction privilégier quand on parle de qualité de l'air intérieur? Donc là, ce sont les concentrations en formaldéhyde qui va être émis par l'air intérieur et notamment par tout ce qui est polluants issus des matériaux de construction. Et on voit quand même que les plus mauvais élèves en termes de revêtement de sol, ça va être le plastique. Donc, le revêtement de sol le moins émissif, ça va être le béton et le carrelage, et le plus émissif, le plastique. En tout cas, pour les composés qui ont été mesurés. Et sur les faux plafonds, les matériaux qui
qui vont être les moins émissifs, ça va être le béton, le plâtre, le PVC, mais les plus émissifs, c'est les dalles de faux plafond. Et là, je vais vraiment attirer votre attention sur ces dalles de faux plafond. Donc, comment savoir si un matériau qu'on va utiliser en air intérieur est émissif ou pas? Eh bien, ils ont des labels. À l'heure actuelle, il existe sur tous les matériaux de construction des labels. Ces labels sont indiqués par des pastilles et qui vont montrer justement le niveau d'émissivité des matériaux. Et notamment, alors celui-ci, il est retrouvé sur toutes les peintures. Là, on commence à être un peu plus à l'écoute de ces labels. Et celui-ci est retrouvé donc sur les peintures notamment, et il donne l'émissivité dans l'air des matériaux qu'on va utiliser. Mais attention, il donne une émissivité des matériaux qu'on utilise, mais avec un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour définir ce label, c'est au bout de 28 jours qu'il est défini. Donc, ça ne veut absolument pas dire qu'une fois qu'on a peint notre salle, eh bien, on peut s'installer tout de suite parce que l'émissivité n'est pas énorme. Non, c'est au bout de 28 jours qu'elle est calculée. Donc, il faut vraiment pouvoir adapter. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que quand on rénove une pièce ou qu'on construit une pièce, il y a un temps à tenir entre le moment où on le fait et le moment où il y a les occupants qui viennent dans la pièce. Peu importe qu'on ait ces labels qui montrent une faible émissivité. Et puis également, adapter les matériaux de construction à nos climats. Donc, en tenant compte du revêtement du sol, éviter le revêtement PVC et puis également les dalles de faux plafond qui sont utilisées. Alors ça, on va les retrouver partout, constamment, ces dalles de faux plafond. Mais les dalles de faux plafond les moins chères sont utilisées en carton. En fait, c'est de la fibre de carton. Et du coup, les conduits de climatisation qui sont dans les faux plafonds vont condenser et vont créer de l'humidité et des développements fongiques sur ces dalles de faux plafond. Donc, il faut vraiment vérifier la composition de ces dalles de faux plafond et peut-être même éviter ces dalles de faux plafond sous nos climats tropicaux parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés à l'humidité. Je peux peut-être rajouter d'un point de vue énergétique, ce qui se passe souvent quand vous avez des tâches comme ça d'humidité dans les faux plafonds, ça peut être lié au circuit de climatisation, soit ce qui arrive assez fréquemment, et c'est de nouveau une question d'entretien et de maintenance, comme tu l'as dit sur d'autres sujets, au niveau de la clim, soit qu'il y a des réseaux de fluides frigorigènes, donc qui sont froids, qui passent à travers le faux plafond. S'ils ne sont pas bien calorifugés, au contact avec l'air chaud et humide, il y a condensation et ça goutte. Et l'autre défaut assez régulier qu'on rencontre sur l'entretien des climatiseurs, c'est l'évacuation des condensats. Parce qu'en fait, le climatiseur, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère un split. Typiquement, il récupère de l'air intérieur, voilà, peut-être à 25, 26 degrés, 27 degrés, et il le passe à travers le split, il le refroidit et il le renvoie. Mais en le refroidissant, il l'assèche aussi. Vous savez bien qu'en termes de confort d'ailleurs et de consommation énergétique, la climatisation, c'est en gros pour moitié la baisse de la température et pour moitié l'assèchement de l'air qui contribue au confort et qui demande de l'énergie. Et en fait, du coup, quand on assèche l'air qui passe à travers le split, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui y reste et il faut l'évacuer, c'est les condensats. Et donc, on a un système d'évacuation. Mais si on ne l'entretient pas bien, à un moment donné, il va se boucher et il va y avoir de l'humidité dans le faux plafond et ça va développer les problèmes que Carole a cités. Voilà. Et donc, souvent, ces dalles de faux plafond, elles sont à l'origine aussi des problèmes avec les occupants, du mal-être des occupants. Ces dalles de faux plafond, il faut savoir aussi qu'il faut les changer. Tous les 10 ans, elles doivent être changées. Si elles sont en fibre de verre, comme c'est souvent le cas parce que c'est un très bon isolant, la fibre de verre, elles vont en fait se détériorer au fur et à mesure du temps. Et la fibre de verre est extrêmement allergène. C'est-à-dire qu'en fait, au contact de la peau, des yeux, elle va faire pleurer les yeux, elle va créer des irritations cutanées, etc. Et souvent, on va retrouver une gêne des occupants des pièces où justement ces dalles de faux plafond vont être détériorées ou alors quand on choisit de les enlever ou qu'elles sont cassées, etc. Donc, il faut vraiment avoir une attention particulière à ces dalles de faux plafond sur leur choix, mais aussi sur leur entretien.
Au niveau du mobilier, alors quelle est l'influence du mobilier sur la qualité de l'air intérieur? Ce qu'on a pu voir, l'influence, elle est surtout faite au niveau du mobilier qui est neuf, parce qu'en fait, le formaldéhyde est un composé qui va être émis surtout sur les matériaux neufs et au début de vie des matériaux. Il va avoir une émissivité importante et puis ensuite, il va avoir une émissivité un peu plus faible. Donc, en fait, on observe en effet une augmentation des concentrations en formaldéhyde si les mobiliers a moins d'1 an. Donc, pour ça, il est préconisé d'aérer le mobilier avant installation et de privilégier également des meubles peu émissifs parce qu'à partir de maintenant, enfin, c'est assez récent, il y a également des notions d'émissivité sur les différentes mobiliers, sur les différents mobiliers. Et puis également, à réception du mobilier neuf, l'idéal serait de le stocker dans un endroit bien aéré pour qu'il puisse émettre tout le formaldéhyde qu'il a à émettre. Et puis, dans 15 jours, 1 mois après, l'installer pour utilisation. Au niveau de l'occupation, alors l'idée, c'était de savoir quels sont au niveau de l'occupation, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une amélioration, une détérioration de la qualité de l'air intérieur. Donc, la première chose, c'est quand même l'aération. Donc, je différencie bien la ventilation de l'aération. La ventilation, il n'y a rien à faire, c'est le renouvellement d'air qui se fait sans action de l'homme. L'aération, c'est le fait d'aller faire une action pour permettre le renouvellement d'air. Par exemple, ouvrir les persiennes, ouvrir la fenêtre, ça, c'est de l'aération. Donc, quand on parle d'aération, on va comparer un peu les composés qu'on a pu mesurer dans des pièces non aérées et dans des pièces aérées. Et on observe que les concentrations sont plus élevées dans les pièces non aérées que dans les pièces aérées. Donc, que le renouvellement d'air, bien sûr, se fait beaucoup mieux quand les pièces sont aérées par les occupants. Là où on va observer également une amélioration de la qualité de l'air, c'est au niveau du confinement. Je rappelle, le confinement, c'est le renouvellement d'air de la pièce par rapport au nombre d'occupants. Et on voit qu'on observe des confinements moyens que sur les pièces qui sont non aérées. Donc, l'aération est quand même assez indispensable pour renouveler l'air intérieur. Il faut privilégier, bien sûr, les ouvrants. Alors, comme vous pouvez le voir, par contre, sur le benzène, on a une concentration qui est quand même différente, qui est légèrement moins sur les pièces non aérées que sur les pièces aérées. Donc, on voit quand même que l'influence de l'air extérieur va agir. Donc, il faut tenir compte de ça pour pouvoir faire de la prévention de qualité de l'air intérieur auprès des occupants, c'est-à-dire ouvrir, aérer, oui, mais par exemple, privilégier des ouvrants qui ne donnent pas directement sur la route, ou alors privilégier l'aération en dehors des pics de pollution. Les autres aspects d'occupation, c'est-à-dire qui peuvent vraiment induire une mauvaise qualité de l'air intérieur et qui a pu être montré, c'est justement l'ouverture des ouvrants exposés. Ça, on a pu montrer quand même qu'il y avait un effet qui était défavorable à la qualité de l'air intérieur. Alors, la condensation due à la climatisation, je m'explique. Une salle qu'on avait investiguée, c'était un enseignant. Pour lui, ce n'était pas à lui d'ouvrir la fenêtre. Donc, en fait, toute la journée, il allumait la clim, il l'éteignait. Il l'allumait, il l'éteignait, mais sans aération aucune. Et finalement, on a vraiment pu observer dans cette pièce non seulement un développement fongique visible, mais aussi au point de vue des mesures, on a pu observer des concentrations en composés en moisissure qui étaient plus élevées dans cette pièce. Donc, on voit bien qu'il y a un développement fongique dans cette pièce, qui est une pièce d'enseignement, parce qu'il y a de l'occupant un manque de volonté d'aération. Donc, il faut vraiment sensibiliser sur cette aération. Et puis également, penser à la dynamique d'aération, c'est-à-dire savoir quand aérer et surtout savoir aérer suffisamment. Donc, il est préconisé quand même d'aérer 15 minutes toutes les 3-4 heures. Et puis, l'utilisation de solvants et de désodorisants qu'on a pu observer. Alors, et puis, ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que souvent, ces solvants et ces désodorisants sont utilisés pour des gens qui, justement, se sentent pas très bien, en fait, au travail. Et c'est assez curieux parce que quand on sent une odeur, c'est qu'il y a un composé. Quand on sent une odeur, c'est qu'il y a un composé. Donc là, ce sont des composés organiques volatiles qu'on va libérer dans l'air intérieur. Avec une mauvaise ventilation, une mauvaise aération, on concentre des composés dans l'air intérieur.
Et donc, on se sensibilise à tout ça. Donc, l'utilisation de solvants et désodorisants est vraiment quelque chose qu'il faut éviter ou même interdire. Donc, en conclusion de tout ça, je dirais qu'il y a vraiment une synergie à avoir dans la conception, et c'est ce que disait aussi Jérôme Strobel lors de sa présentation, c'est qu'il faut vraiment penser à la conception, au moment de la conception, à inclure tous les éléments, à inclure l'environnement, à inclure le choix de la ventilation, à inclure le choix des matériaux, mais à aussi dimensionner l'occupation. Il est important de dimensionner cette occupation parce que ça permet de savoir comment mettre en place la ventilation. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve aussi dans des cas de figure où il y a des bureaux qui ne sont pas ventilés. Il y a une ventilation mécanique, mais pas dans ce bureau-là. Ben parce qu'en fait, il y a une cloison qui a été mise après et que la ventilation n'avait pas été dimensionnée comme ça. Ou alors aussi, comme je disais, une bouche d'insufflation qui se trouve sous la tête de quelqu'un, sous un bureau. Donc, bah, forcément, il va fermer cette bouche d'insufflation d'air parce que ça va le gêner. Et puis également, penser à l'aération. Donc, où se situent les aérations? Et quand je parle d'aération, je parle de fenêtres, mais de portes aussi. Où situer les fenêtres et les portes? Et les rendre accessibles pour pouvoir permettre à l'occupant d'aérer. Et puis également la climatisation, son implantation, pour ne pas qu'elle gêne également. Donc voilà, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à l'occupation des locaux dès le moment de la conception. Voilà, ben, c'est bon pour moi. Merci de votre attention. Je ne sais pas si Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose. Non, je peux vraiment appuyer ce que tu as dit, et notamment la partie sensibilisation, c'est-à-dire de mobilisation des occupants dans l'utilisation de leur bâtiment, en particulier quand il a fait l'objet d'ailleurs d'une conception spécifique. L'exemple que tu as donné de l'enseignant, nous on a eu exactement le même dans notre étude d'énergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte dans une école en ventilation naturelle, dans laquelle on ressentait des surchauffes à l'intérieur, que l'ensemble des jalousies n'étaient pas ouvertes, alors qu'il y avait des belles superficies de jalousies. Et la raison qu'on a identifiée, c'est qu'il y avait un désaccord entre donc les ACSEM et l'enseignant, à savoir qui devait ouvrir les jalousies le matin. Et effectivement, l'enseignante, en l'occurrence, estimait que ce n'était pas elle. Alors, elle faisait ce qu'il fallait, mais pas plus. Et du coup, en fait, c'était vraiment dommage parce qu'il s'empêchait une possibilité d'être en meilleur confort à travers cela et en non-connaissance finalement de l'importance de la gestion complète de ces éléments-là. Donc voilà. Et puis, je pense que ce que tu as dit sur l'aération, c'est vraiment important parce qu'en Martinique, on a montré des cas où tu as montré des cas aussi où il y a de la ventilation double flux, etc. Mais dans les faits, c'est quand même très rare, quoi. On a beaucoup des bureaux qui sont avec des splits sans aucune gestion de la qualité de l'air, du renouvellement d'air. Et du coup, en fait, la bonne pratique pour les occupants dans ce cas-là, c'est de faire de l'aération peut-être 2-3, enfin tu me corrigeras, hein, mais 2-3 fois par jour, mais quelques minutes, 5 minutes peut-être, ce qui permet d'un point de vue énergétique, alors on coupe la clim évidemment quand on fait ça, parce que ça n'a rien de climatisé, mais du coup, on ne décharge pas non plus en fraîcheur les murs et l'ensemble du bâtiment, ce qui fait que d'un point de vue énergie, ce n'est pas un drame d'ouvrir pendant 5 minutes, ça permet de renouveler l'air juste, et après on recommence. Et on referme, et ça, je pense que c'est quelque chose certainement qui devrait aussi être promu, en fait. Tout à fait. Malgré que ça implique forcément un peu plus de dépenses énergétiques, mais relativement peu si c'est bien géré, et surtout, ça améliore le... Alors, souvent, quand je me suis retrouvée à faire des présentations justement sur les occupants et les sensibiliser là-dessus, souvent, ce qui est dit aussi, c'est le fait qu'il y a du vent. Du coup, ça ouvre les fenêtres. Alors, peut-être aussi penser au moment de la conception, de se dire que l'occupant va ouvrir ses fenêtres et donc prévoir à un moment donné de bloquer la fenêtre, de permettre un blocage de la fenêtre pour avoir une aération. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir sa fenêtre en grand pour aérer. Une aération de quelques centimètres suffit. Donc, peut-être prévoir aussi au niveau de la conception, quand on a des fenêtres qui est susceptible d'être ouvertes, de pouvoir avoir des bloquants qui permettent à l'occupant de pouvoir ouvrir sa fenêtre que sur quelques centimètres. Voilà. Je voulais aussi accentuer un truc sur lequel je n'ai pas forcément accentué, mais j'ai lu un peu les commentaires. Donc oui, en effet, je n'ai pas cité ce bâtiment à ventilation naturelle, mais en effet, c'est le commerce de Colibri Spirit. Mais en fait, là où vraiment, je tiens à dire qu'en termes de qualité de l'air intérieur, c'est une très bonne conception,
c'est que aussi, on pouvait s'attendre, parce qu'ils stockent énormément de bois, et le bois, c'est extrêmement émissif en termes de polluants de l'air intérieur. Et on pouvait s'attendre à ce que justement, on retrouve aussi des quantités importantes de polluants air intérieur lors des mesures. Et on n'en a pas du tout retrouvé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé vraiment des concentrations faibles. Et donc, on voit bien que sur ce bâtiment, on est vraiment sur un renouvellement d'air qui est très efficace en termes de qualité de l'air intérieur. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas la suite. Alors Camille m'a demandé dans le chat, en message direct, si je pouvais juste me présenter, parce que peut-être on ne me connaît pas, même si j'ai l'impression que quand même, il y a beaucoup de participants qui étaient là au dernier webinaire. Donc moi, j'ai un bureau d'études qui s'appelle Wattsmart, qui est spécialisé en efficacité énergétique et en maîtrise de la demande énergétique en climat tropical. Donc voilà, on fait pas mal d'études de types différents qui vont de l'audit énergétique, l'accompagnement en conception sur la qualité environnementale et en particulier l'optimisation énergétique des bâtiments. Mais aussi, on accompagne lors de l'exploitation des entreprises, des bâtiments, notamment avec des systèmes de management de l'énergie. Et on a fait pas mal, et on fait toujours pas mal d'études territoriales, notamment avec l'ADEME, puisqu'il y a en ce moment quand même une grosse réflexion autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de la volonté d'être autonome en énergie sur la Martinique, et donc de savoir comment y arriver. Donc voilà. Merci Jérôme. Et puis, je pense qu'on va passer du coup à la présentation des guides. Et puis ensuite, on reviendra sur les questions. J'arrête le plein écran alors. Hein, j'arrête l'écran, c'est ça? Le partage? Oui, merci Carole. On va reprendre la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carole. Est-ce que vous m'entendez bien? Car j'ai le même type de matériel que Camille tout à l'heure. Oui. Super, merci. Tout d'abord, merci beaucoup vraiment encore une fois à Carole et à Jérôme pour la qualité de vos interventions sur un sujet qui, on le disait en début de webinaire, encore peu mis sur le devant de la scène. Alors pour nos participants, je vais vous rassurer, je ne vais pas vous rajouter encore une somme d'informations phénoménales parce qu'on a déjà beaucoup appris, il y a déjà eu beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges. Mais pour vous parler concrètement du guide qui a été élaboré suite à cette étude, l'idée c'est vraiment d'en faire un outil concret pour vous aider à améliorer la conception, la construction et l'usage des bâtiments. Et en fait, il peut presque être considéré comme une sorte de checklist de ce que vous venez d'entendre. L'ambition, c'est de rendre accessible au plus grand monde les conclusions de l'étude et de proposer des préconisations. Donc, pour ce faire, on a fait appel au bureau d'études AMOS. Ils l'ont réalisé en se basant sur l'étude de Maddy Linaire, mais en apportant également leur propre expertise. Donc, ce guide, il est présenté en deux grosses parties, on va dire. La première partie, ça va rejoindre l'étude, faire une petite synthèse en présentant donc, les enjeux, notamment la santé publique, on l'a rappelé au début, et puis ça apparaissait dans le nuage de mots, c'est quand même une préoccupation primordiale. Et puis des petits rappels de réglementation. Alors les réglementations, pour l'instant, elle n'est pas forcément très étendue en la matière, mais on a quand même un rappel des questions obligatoires et on parle un petit peu du plan d'action du gouvernement sur la qualité de l'air intérieur. Puis après, on va s'attarder un petit peu sur les spécificités du contexte martiniquais. On l'a évoqué tout à l'heure, mais ça fait un rappel. Et enfin, on a une présentation des résultats de la campagne de mesure par polluant. Et comme dans le guide présenté jeudi dernier sur les bâtiments performants, on va aussi s'attarder un petit peu sur la question du confort. Enfin, on va avoir une deuxième partie donc, qui est plus les enseignements tirés de la campagne de mesure et les préconisations du bureau d'études. Donc, on va repartir par différentes phases. La conception du bâtiment, en s'attardant sur les sites d'implantation, les systèmes de ventilation et climatisation, les modes constructifs, les revêtements intérieurs, on en parlait tout à l'heure. On va ensuite parler des impacts pareils sur la phase chantier, sur la phase exploitation, excusez-moi, exploitation et maintenance.
en revenant sur les nettoyages des locaux, la rénovation et le renouvellement du mobilier qui ont tous leur impact. Les usages du bâtiment, l'aération, on en a parlé, et puis différents facteurs d'émissions. Carole les évoquait tout à l'heure, des émissions des émissions internes au bâtiment, comme tabac, imprimantes, parfums. Et enfin, sous forme un petit peu de checklist, on a un tableau récapitulatif des préconisations par étape du bâtiment et par acteur. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous donner sous la main un outil concret si vous voulez vous remettre un petit peu dedans, vous dire « Ah oui, mais je ne me souviens plus bien à telle étape et à telle étape, qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est d'aller piocher des idées dedans. Vraiment, l'idée, c'est de donner à chacun les clés pour améliorer la conception des bâtiments martiniques. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Donc, merci à ceux qui ont accepté de participer à cette étude et qui nous ont au final permis aussi de créer ce guide, qui est un condensé, on l'espère, de ce que vous avez pu découvrir un petit peu au cours de ce webinaire. Il est disponible en ligne sur le site de l'ADEME. Je pense que Éloi vous en fournira le lien tout à l'heure. Et évidemment, il est toujours possible de nous poser dans le chat des questions si vous en avez sur ce guide ou sur les interventions précédentes de Carole et de Jérôme. Et enfin, je voulais faire un dernier remerciement à l'équipe d'AMOS. Alors, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais merci à Marine Carnet et à Toumani Baldé pour leur travail. Et bien sûr, un grand merci à l'équipe de Kebati, Florence et Éloi, pour leur organisation sur ce webinaire et pour avoir permis cette restitution. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, on est là pour y répondre. Merci Lola, j'essaie de retrouver les... Tu as coupé ton micro, Éloi. Oui, pardon. Oui, je disais, j'essaie de retrouver le PDF avec les liens. Le temps que tu fasses ça, Éloi, on peut peut-être commencer à répondre aux questions. Je te laisse prendre la parole là-dessus. Moi, je vais vous retrouver les liens, je vais les mettre dans le chat. Merci, bon, j'avais pas vu qu'on avait de nouvelles questions. Très bien. Merci Lola. Mon collègue Spirit, on en a parlé. Donc, on a une question de Sabine Micard. Bonjour, si une collectivité souhaite améliorer la qualité de l'air de ses locaux, peut-elle prétendre à des subventions du PTME, que ce soit pour les études ou les travaux? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Je ne sais pas, l'ADEME, vous avez un avis sur la question? Alors, Camille, on ne t'entend pas pour l'instant. Je vais pouvoir répondre. La qualité de l'air intérieur, c'est la qualité. La qualité. Oula. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air. Ok. Pardon pour cet écho. Donc, la qualité de l'air intérieur, c'est en effet un sujet qui est traité par l'ADEME. On peut faire une demande au PTME pour qu'on puisse voir avec les partenaires locaux qui d'autres a des aides allouées à ce sujet. Pour les collectivités, il y a de temps en temps des appels à projets, notamment l'appel à projet ACTER, qui s'adresse aux collectivités, soutenu par l'ADEME.
Donc, vous pouvez aller sur le site ageurpourlatransition.adem.fr qui a été présenté au début de ce webinaire pour retrouver les différents appels à projets, les différentes thématiques et en effet soumettre une demande. Okay, ben merci Camille pour cette réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Je vois que Lola donc, elle nous a partagé le lien vers le guide. Sur le site de l'ADEME, vous aurez aussi le guide qui a été présenté la semaine dernière sur la performance énergétique. Puis on a aussi le lien pour voilà, les demandes d'aide. Donc s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Peut-être un dernier mot, Carole ou Jérôme, sur quelque chose vraiment à retenir à destination des concepteurs en termes de qualité de l'air. Je dirais que ce qu'il faut retenir pour les concepteurs, c'est vraiment, du coup, c'est ce que je disais un peu à la fin de ma présentation, hein, c'est vraiment avoir tous les aspects dès le départ et de ne pas négliger la partie environnement dans les projets de construction, bien l'intégrer dès le départ et puis faire le bon choix en termes de ventilation et en termes de matériaux qui soient adaptés à nos locaux et en prenant en compte aussi l'occupation future des locaux. Et puis, je dirais que sur les bâtiments qui sont déjà en place, je pense que la sensibilisation vers les occupants est quand même aussi un aspect important. Nous, on voit de plus en plus de demandes sur justement des mesures de qualité de l'air intérieur par rapport au fait que les occupants ont des gènes ou ne se sentent pas bien, ou voilà, et une sensibilisation pour les bons gestes pour améliorer leur qualité de l'air intérieur et leur confort au travail, c'est aussi important en entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Une dernière chose, je vous propose de faire une petite photo si les participants, vous voulez bien réactiver votre caméra quelques secondes pour immortaliser ce moment. J'espère que bientôt, on pourra faire des rencontres en présentiel. Voilà. D'ailleurs, je vous invite pour ceux qui sont intéressés par la révision de la RT ADEME à venir à notre afterwork qui est jeudi prochain, donc le 28. Ce sera à B-Booster et donc en fait le but c'est de vous présenter un peu cette révision de la RT ADEME et d'être contributif en fait. Donc voilà, de faire vos propositions qu'on pourra transmettre CSTB pour cette révision. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver cette information sur le site de Kebati. Je vais prendre la petite photo. Attention, voilà. Est-ce que je peux en profiter pour ajouter un petit mot? Parce que en fait, l'air extérieur a de l'importance sur l'air intérieur, si je comprends bien. Et donc, c'est vrai que l'air extérieur, il est pollué essentiellement par la circulation automobile. Il est moyen, et les collectivités ont un rôle à jouer sur la circulation automobile en privilégiant les véhicules moins polluants, en favorisant le transport collectif, donc en diminuant la circulation automobile, etc. etc. Et ça aura un impact non seulement sur la qualité de l'air intérieur, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et là, sur la circulation automobile, je trouve que les collectivités, elles ne jouent pas le rôle, quoi. Voilà. Donc juste, bon, peut-être un peu subversif, je m'arrête. OK. Non, mais merci Catherine pour cette intervention. Et puis je pense que ce guide sera un bon guide de conception pour les architectes aussi. Il faut qu'on communique dessus pour que la qualité de l'intérieur soit mieux prise en compte dans la conception des bâtiments. Et bon, voilà, je vous invite à sourire pour la petite photo finale. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie. Bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis on mettra le replay. Et voilà, n'hésitez pas à suivre nos événements sur le site de Kebati et de l'ADEME, et Madininaire également, et Wasmart. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée.